Ceci est le plus magnifique exemple de prémonition d'une catastrophe qui n'est en quelque sorte qu'une aventure littéraire de l'écrivain Morgan Robertson. En 1898, il publie un petit roman qui met en scène le plus grand paquebot jamais construit par l'homme. C'est le Titan, 70 000 tonnes, 2500 passagers et à peine 24 bateaux de sauvetage, ce qui provoque un drame puisque dans ce roman, le géant des mers percute un iceberg en plein Atlantique et coule en emportant la plupart de ses passagers. Le Titan fait sa première traversée. Le 14 avril 1912, les 66 000 tonnes du Titanic, le plus grand paquebot de l'époque, s'engloutissent au large de Terre-Neuve. Un iceberg vient éventrer la coque. Il n'y a qu'une vingtaine de chaloupes à bord. Sur les 3200 passagers, à peine 800 s'en tireront. Le Titanic effectuait sa première liaison transatlantique. Le journaliste William Thomas Stead dit en parlant du livre « C'est exactement ce qui pourrait se passer si les grandes compagnies de paquebots persistent à ne pas prévoir assez de chaloupes pour tout le monde. » C'est exactement ce qui se passa pour le Titanic. Et, ironie du sort, il faisait partie des passagers et périt lors du naufrage du Titanic en 1912. Morgan Robertson aurait fait d'autres prédictions troublantes. En 1914, Robertson écrivait une nouvelle appelée Beyond the Spectrum, dans laquelle il racontait une future guerre entre les États-Unis et le Japon, un sujet populaire à l'époque. Comme pour ce livre Le naufrage du Titan, Beyond the Spectrum présentait plusieurs ressemblances avec le conflit qui allait se dérouler 27 ans plus tard. Le Japon ne déclarait pas formellement la guerre, mais lançait plusieurs attaques surprises contre des navires américains en route pour Hawaï et les Philippines. David Bott, un employé de bureau de Cincinnati, fait toujours le même cauchemar toutes les nuits et se réveille en tremblant. Il n'ose plus se coucher. Dans ce rêve, il assiste impuissant à la même tragédie. Ce rêve l'emporte dans un aéroport où il admire les avions qui décollent. En voici un gros, aux couleurs américaines. Ses 3 réacteurs hurlent. On dirait qu'il a du mal à s'arracher de la piste. Dans ce rêve, il entend le déchirement des moteurs poussés à fond. Il voit le gros porteur hésiter à prendre son envol, se cabrer et retomber en s'écrasant sur le sol. Le feu prend aussitôt. Il croit même sentir sur ce visage la chaleur dégagée par l'incendie qu'alimentent les réservoirs crevés. C'est à ce moment qu'il se réveille. Les premiers jours, David a gardé ce cauchemar pour lui. Puis, il a consulté son psychiatre qui s'est montré très intéressé. Il a même téléphoné aux autorités aériennes de l'aéroport de Cincinnati où ce rêve a été suffisamment pris au sérieux pour que, aussitôt, une équipe tente de deviner, d'après les détails fournis par la vision, de quel aéroport il peut bien être question. La compagnie américaine Airlines renforce même ses mesures de sécurité. Que faire, sinon attendre? Plus les jours passent et plus le cauchemar devient plus précis. Ce n'était pas comme dans un rêve, a expliqué David Bott. J'avais le sentiment d'être là, en train de regarder la scène comme si je regardais la télévision. Le 26 mai, la nouvelle tombe brutalement. Un DC-10 de l'American Airlines vient de s'écraser au sol en décollant de l'aéroport international de Chicago. 213 personnes ont péri carbonisées dans ce qui devient le plus terrible désastre aérien de l'histoire américaine. En apprenant la nouvelle, les autorités de l'aéroport de Cincinnati ont du mal à admettre l'incroyable exactitude du rêve de David Bott. Le cauchemar a disparu le soir même. En 1979, Hélène Tillotson est tirée d'un profond sommeil par des coups frappés contre sa porte. C'est sa mère qui habite à un pâté de maison de là et lui demande pourquoi elle a tenu à la réveiller, en venant frapper chez elle quelques minutes auparavant. Surprise mutuelle.
La fille n'a pas bougé depuis la veille, mais la mère affirme avoir parlé à sa fille. Au même moment, une violente explosion secoue la rue. Les deux femmes se précipitent à la fenêtre. À la place de l'immeuble où habitait Madame Tillotson, une façade béante. L'appartement de Madame Tillotson s'est volatilisé. Si elle avait été dans son lit à ce moment-là, elle ne serait plus parmi nous, constate un des pompiers. La question est double. La fille est-elle somnambule et a-t-elle pressenti le danger qui menaçait sa mère? Ou, au contraire, la mère a-t-elle prévu ce danger et s'est inconsciemment réfugiée chez sa fille? Personne ne peut donner d'explication satisfaisante. Devant les innombrables preuves de prémonition, la science officielle piétine encore de nos jours. En 1979, cette fois en Espagne, un hôtelier fait un rêve pendant lequel une voix lui assure qu'il ne verra pas la naissance de l'enfant que sa femme attend dans quelques mois. Impressionné mais réaliste, James Castell décide de contracter une assurance sur la vie, très chère, et qui laissera de quoi vivre à sa famille en cas de malheur. Quelques semaines plus tard, une voiture lancée à toute allure percute le véhicule de l'hôtelier, de manière complètement fortuite. Il meurt sur le coup et l'assurance est obligée de payer la somme souscrite par James Castell. Les agents de l'assureur ont beau retourner le problème sous toutes ses faces, ils ne trouvent rien à redire. Ordinairement, une mort aussi rapide après une souscription cache une manœuvre frauduleuse. Là, rien, sinon la malchance et une terrible prémonition. Autre prémonition subie par la victime, celle d'Early May Jones, une petite galloise de 9 ans, raconte son rêve à sa maman le 20 octobre 1966. En se réveillant, elle raconte à sa mère un rêve bizarre. Elle était allée à l'école, mais il n'y avait plus d'école. La scène se passe à Aberfan, une petite ville minière de l'Est britannique. Le lendemain, un demi-million de tonnes de poussière de charbon dévalait sur la cité, engloutissant Early, son école et 139 de ses petits camarades. Après ce désastre, le docteur John Barker, un psychiatre londonien, est frappé par le nombre de personnes qui prétendent avoir eu une prémonition de la catastrophe. Après enquête, il retiendra le témoignage de 60 d'entre elles et fondera le bureau anglais des prémonitions, dont il faut bien dire qu'il n'a guère eu l'occasion jusqu'à présent de prouver son utilité. Une bonne prémonition doit être explicite avant ce qu'elle annonce. En 1952, alors qu'elle priait à la cathédrale Saint-Matthieu de Washington, Jane Dixon est soudain victime d'une sorte d'hallucination. Devant ses yeux, une vue de la Maison Blanche et 4 chiffres, 1, 9, 6, 0. Elle voit un jeune homme aux yeux bleus. Une voix lui dit qu'il est démocrate, qu'il sera président en 1960 et qu'il mourra assassiné. C'était John Fitzgerald Kennedy. Nous avons tous connu à un moment de notre vie cette impression de déjà-vu, une impression d'avoir déjà vécu un événement bien déterminé, d'avoir reconnu un endroit où nous ne sommes jamais allés auparavant. Le terme de déjà-vu a été popularisé par Émile Boirac en 1876 dans son livre « L'avenir des sciences psychiques ». Est-ce un voyage dans le temps, un rêve prémonitoire ou une petite défaillance de notre cerveau? N'oublions pas que la prémonition est une sorte de voyage dans le futur par la pensée. La science se borne à constater ces impossibles incursions hors des règles communément admises de l'espace-temps. Elle ne peut les expliquer. Vous avez aimé cette vidéo? Merci de vous abonner pour plus de vidéos insolites, mystérieuses, historiques, poétiques et littéraires. À bientôt.